Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée sous le thème de la sécurité pour les conteneurs, ces petits conteneurs qui se propagent à la vitesse de la lumière peut-être, en tout cas encore plus vite que nos machines virtuelles, incroyable. Soyez les bienvenus, installez-vous tranquillement. Merci d'être présent ce matin pour suivre donc ce webinaire sur la technologie Nevector donc de l'éditeur Suze Rancher. Je suis Julien Niedergang, je suis donc un ingénieur rattaché aux ventes pour Suze en France. J'aurai le plaisir d'être accompagné par mon puissant et cher acolyte Benoît Loriot, qui passera du temps avec vous sur la partie démo, mise en pratique de la solution, parce que, je vous le dévoile tout de suite, nous avons un agenda des plus classiques où l'on va chercher à remettre l'église au milieu du village en introduisant le sujet des conteneurs, des défis qu'il nous impose, avec évidemment un focus sur cette partie sécurité. Et deuxième phase, on se fait une démo, on va avoir de l'interface qui bouge. Profitons-en, Nevector, vous allez le voir, est une solution extrêmement simple à intégrer dans vos environnements Kubernetes. C'est parti, donc on va parler Kubernetes, on va parler conteneurs, etc. C'est parti. Alors, il y a bien un défi. Donc, on a des conteneurs qui ont une importance grandissante dans tous les projets d'infrastructure que l'on peut croiser. Par exemple, on voit de plus en plus d'éditeurs de logiciels qui vont livrer leurs applications sous forme de conteneurs. Cette migration, elle est d'ailleurs souvent accompagnée de promesses concernant la résilience, la scalabilité, la maintenabilité de ces logiciels que vous auriez migrés qui se trouvent améliorés. En l'occurrence, l'orchestrateur de conteneurs est une machine absolument sublime pour remplir ses objectifs, et c'est bien souvent là-dessus qu'il y a un bénéfice pour les logiciels qui vont être livrés sous forme de conteneurs, exploités évidemment par un orchestrateur de conteneurs. Deuxième phase, oui, donc on a des conteneurs qui deviennent extrêmement rapidement dominants, qui ont des avantages techniques évidents. On va devoir un petit peu comme la transition d'il y a à peu près 20 ans des data centers physiques bare metal vers un data center avec une population de machines virtuelles. On ne doit surtout pas oublier l'écosystème à adapter autour, et il vaut mieux être averti, préparé bien à l'avance, parce que ces technologies ont tendance à s'inviter dans vos centres de données, dans vos environnements et autres architectures. On est là pour ça, pour vous y aider. Ces conteneurs, ils se multiplient clairement plus vite que les machines virtuelles. On a évidemment besoin donc de contrôle, d'observation de ces plateformes. Alors malheureusement, aujourd'hui, les solutions de sécurité dites traditionnelles, elles ne fonctionnent pas vraiment par défaut sur ces architectures. Un autre point, on est toujours dans de l'observation. Le réseau Kubernetes est une machinerie complexe. Et Kubernetes va avoir tendance à abstraire, à masquer certaines de ces complexités, tout simplement pour simplifier l'interaction des utilisateurs. Évidemment, qui dit abstraction va impliquer que cette observabilité réduite est aux dépens de l'utilisateur sur la plateforme. Donc, ce que je vous propose, c'est évidemment de voir ce qu'a Nevector comme outil pour essayer de surmonter ces quelques défis
voire plus, ce qui va être capable de couvrir en plus. Alors, on a NeuVector qui agit sur 2 niveaux pour protéger les environnements Kubernetes. On a le premier niveau qui est dédié aux chaînes d'assemblage de code et aussi à la plateforme en tant que telle Kubernetes. Donc le sous-jacent, on va à la machine virtuelle, la machine bare metal qui va constituer votre ou vos clusters Kubernetes. On attend la détection des vulnérabilités dans les images de base. C'est une fonctionnalité essentielle donc pour un outil de sécurité comme peut l'être NeuVector. C'est évidemment intégré. La sécurité de la plateforme Kubernetes en tant que telle est prise en charge. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette plateforme Kubernetes? C'est la mise à jour des systèmes d'exploitation, qui sont portés, enfin qui sont présents sur les nœuds du cluster Kubernetes. C'est aussi le contrôle, le suivi et les avertissements qui pourraient survenir, par exemple, sur la version de Kubernetes qui est en cours d'utilisation sur le cluster, et j'en passe. On s'attend à la conformité des systèmes. Bien évidemment, et pour ce faire, on a une capacité de confronter ces systèmes et leur configuration à des profils de règles. On vous parlera du CIS benchmark, de la norme PCI DSS, les terminaux de paiement, etc. On va aussi s'attendre à avoir un contrôle des comportements, de l'interaction utilisateur-cluster. C'est la question qui peut déployer quoi, qui peut parler à qui, par quels moyens. Donc on va parler de ces capacités de contrôle d'admission, on le verra. Sur le deuxième plan, alors sur le deuxième niveau, on a le contrôle des ressources en activité sur vos clusters, des composants en activité sur votre cluster, qui cherchent à être maîtrisés. On va parler du scan des applications en cours d'exécution sur le cluster. On va parler de la détection et du blocage des menaces ou autres attaques potentielles. Attaque connue, attaque inconnue, on le verra. On va avoir un petit moteur qui permet de vous faciliter l'apprentissage des comportements nominaux des composants de vos systèmes, du comportement de vos applications. Et enfin, on a la protection active du réseau, des processus et des fichiers, donc du stockage qui est couverte. Donc tout ça, comme vous pouvez le lire, ça nous fait un fort bel ensemble de fonctionnalités. Je vous propose de regarder un tout petit peu plus en détail le sujet de la supply chain. Alors, dans cette supply chain, on a un développeur qui publie un nouveau code dans un dépôt de gestion de source, dans un dépôt de code. Alors, évidemment, le moment où le développeur va pousser son code, on a le déclenchement de la construction d'une image. Et à ce moment-là, on a tout de suite donc NeuVector qui agit avec une analyse de la sécurité de l'image en place dès que la compilation est terminée. Donc là, on rentre dans une étape du pipeline du CI/CD, intégration continue, déploiement continu. On a des plugins pour Jenkins, CircleCI et tout un tas d'autres afin donc d'automatiser l'intervention de NeuVector dans ces étapes. Les builds, une fois qu'on compile ces images, donc ces compilations ont une capacité d'échec ou de succès. Alors, évidemment, si c'est un échec, la chaîne d'assemblage s'arrête et on lève un drapeau. Donc au cas où on réussit, l'image est normalement poussée dans ce qu'on appelle un registre. C'est là où on va stocker toutes nos images de base pour exécuter nos conteneurs. Évidemment, les images d'un registre, qu'ils soient publics ou privés, peuvent être analysées grâce à NeuVector.
On a ensuite l'image qui va être utilisée pour déployer l'application mise à jour. C'est ici où on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le système de contrôle d'admission qui permet donc de créer des politiques de sécurité pour les conteneurs et les composants de leur environnement. Donc, quand vous voyez cette chaîne-là, cette succession de 4 étapes, vue de loin, évidemment, ce que vous pouvez constater, c'est que les sources de cette supply chain sont analysées en continu afin de détecter des failles de sécurité. Vous allez appliquer évidemment des profils de règles, on en parlait juste avant, pour le CIS benchmark, GDPR, NIST et évidemment donc le PCI DSS. Ces sets de règles, ces profils de règles sont disponibles donc pour valider la conformité de votre plateforme. On a un système de scan qui peut très facilement aussi être mis à l'échelle tout simplement en multipliant les moteurs actifs. Merci conteneur, merci orchestrateur. Effectivement, se mettre à l'échelle est beaucoup plus simple et le système est vraiment pensé pour être scalable, pour pouvoir être mis à des échelles gigantesques. On a donc NeuVector qui est tout à fait capable de traiter les environnements massifs. C'est une question que l'on a qui est assez récurrente, à savoir comment est-ce que le système on peut le rendre apte à gérer de très grands environnements. Alors, je vous propose maintenant de regarder son pendant, essayer de regarder un tout petit peu le détail de la partie scan actif. Alors, actif, c'est une action sur les charges de travail de vos clusters Kubernetes qui sont vivantes, qui sont en activité. Pour ce faire, on a 3 axes. Alors, on a le runtime scanning. Ici, on valide en continu l'intégrité, la conformité des images qui sont en cours d'exécution. Ensuite, on a le threat-based control, donc la contrôle des menaces. Celle-ci agit sur les failles ou attaques connues. C'est là où ça devient intéressant. On va avoir une séparation, une branche pour les attaques connues et une branche pour les attaques non connues, inconnues. Le Zero Trust Controls, là, on est vraiment dans les failles ou attaques que l'on ne connaît pas. Vous aurez certainement le vocabulaire ou la notion de Zero Days. Sont des failles qui sont potentiellement pas encore publiées, pas encore intégrées par les logiciels de protection. Alors, étant donné qu'on a des failles qui sont découvertes quotidiennement, que l'on fasse l'analyse des images de nos conteneurs à froid, c'est une chose. Il nous faut aussi les faire à chaud, continuer de vérifier que les images en cours d'utilisation sont correctement sécurisées. On a NeuVector qui donc nous permet aussi d'observer l'ensemble du trafic réseau du cluster Kubernetes. On parlait d'abstraction tout à l'heure. Là, on a un plus énorme, vous le verrez pendant la démo, quant à l'observation fine du réseau. Les trames réseau échangées par les processus du cluster, elles peuvent être auditées, capturées, on peut aller regarder dedans. Donc. Des modèles de détection sont utilisés pour avertir de la circulation en clair de certaines données sensibles et on va pouvoir y remédier. Là, c'est la partie Data Loss Prevention. On a ensuite des attaques traditionnelles, évidemment, comme les injections SQL, le cross-site scripting, XSS, là, qui sont évidemment prises en compte. Alors, main dans la main avec le firewall applicatif, WAF, Web Application Firewall, qui nous aide à protéger les applications web en filtrant, en surveillant le trafic HTTP entre une application web et Internet. On a ce qui va certainement peut-être vous faire tiquer, c'est que l'on a des patterns de détection, par exemple pour Log4j, Spring4Shell. On vous montrera ces patterns.
en guise d'exemple qui sont fournis avec le logiciel. On sait que ça, c'est quelque chose qui vous parle pas mal. Enfin, on a donc ces fameux contrôles d'admission qui, eux, vont jouer sur les deux tableaux. À la fois les menaces connues et les menaces inconnues, donc le threat based et le zero trust controls. Ils vont nous permettre de contrer des attaques donc connues autant qu'inconnues. Et un exemple vaut 10 discours. Par exemple, on prend une règle qui interdit la construction d'images contenant une certaine CVE. Là, on va être dans le cadre du threat-based control, on est dans la menace connue. Par contre, si on considère une règle qui autorise seulement le déploiement d'images depuis un registre de production bien particulier, particulièrement sécurisé, dans un certain namespace, voire en plus en se basant sur certains labels, alors là, ce verrouillage, on va pouvoir le considérer dans le zero trust. On va resserrer la sécurité sur des aspects plus larges et on va pouvoir se sentir plus protégé dans même des sources de menaces inconnues. Donc ça nous permet d'aller vers justement ce zero trust. Vous l'avez certainement entendu, mais au lieu d'essayer de détecter les menaces en nous basant sur une liste d'attaques ou de failles connues, en fonction d'un profil ou autre, nous allons définir le comportement de confiance à adopter et interdire tout le reste. Alors pour sa mise en œuvre, c'est ça qui peut faire trembler des fois. On a un petit moteur d'apprentissage, on a une phase d'apprentissage assistée par un moteur pour auditer, capturer le comportement de vos applications. C'est le module qu'on appelle Automated Learning, l'apprentissage donc automatisé. Les règles qui sont générées, parce qu'on génère des règles à l'issue de cette automated learning, elles nous permettent donc d'alerter ou de bloquer tout comportement qui n'aurait pas été appris lors de la phase d'apprentissage et qui peut donc se révéler comme peu fiable, non fiable. Donc on va lever des drapeaux, on va aussi peut-être des fois tout arrêter. Donc là, l'apprentissage, il va concerner l'ensemble des connexions réseau du cluster, tous les processus démarrés des conteneurs, mais aussi les fichiers utilisés, les permissions de ces fichiers utilisés, donc du stockage persistant utilisé. Donc en résumé, on va avoir trois modes. Vous l'avez peut-être entendu, on a le mode Discover qui identifie, enregistre sous forme de règles tous les comportements de l'application pour tout ce qui est réseau, process, accès au système de fichiers, au stockage persistant. On a le mode monitoring. Là, c'est un mode qui va lever des drapeaux jaunes en alertant de toute activité inconnue qui pourrait sortir d'un comportement capté, voire anticipé. Vous pouvez créer aussi vos règles de vous-même. Et enfin, on a le mode protection. Alors là, le mode protection, lui, certes, il alerte, mais il va surtout être actif, il va bloquer les activités qui sont qualifiées, vues comme inconnues. Pour terminer avec ces capacités, vous le savez peut-être, on est dans la version 5.0 de NeuVector, on est dans une version où normalement c'est la fête, je vous le confirme, parce que c'est un NeuVector 5.0 qui arrive pour vous servir sous une forme open source. L'intégralité des sources du logiciel NeuVector ont été passées à une communauté open source. Eh bien, dans ce NeuVector 5.0, en plus d'avoir cette bonne nouvelle de l'open source, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Zero Drift. C'est un mode qui est nouveau, activé par défaut pour la protection des process et des fichiers. Le Zero Drift, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va autoriser seulement les ressources mises en œuvre à l'initialisation d'un conteneur à vivre. Il va interdire
toute modification ou création de nouveaux processus ou de fichiers ultérieurs à l'initialisation de vos pods, de vos conteneurs. Alors, je vous rassure, on va faire de l'interface aujourd'hui. Vous savez qu'on sait apprécier les interfaces de nos solutions Rancher. On sait aussi apprécier les interfaces de nos solutions de vector. Mais on sait très bien que lorsque vous commencez à avoir une réflexion évidemment de production, de mise en production, eh ben, vous voulez tout de suite considérer votre capacité à automatiser le système. Alors, pas d'inquiétude, toutes les règles générées par NoVector pourront être exportées as code en tant que code afin d'être réimportées sur d'autres clusters ou d'être livrées avec votre application pour vos clients internes, externes, etc. Donc on a une capacité donc de piloter la plateforme et d'importer et d'exporter les règles de protection qui est extrêmement simplifiée. Ça fait partie de l'engagement de base. Alors, certes, notre logiciel NoVector est assez unique, d'autant plus unique donc, tel que je vous le décrivais, il est aujourd'hui 100% open source. C'est donc cette notion qui vous libère des contraintes de tout ce qui est vendor lock-in. Et vous le savez, c'est notre combat. On a ce désir profond de faire en sorte que vous jugiez tout aussi bien de la qualité des logiciels, de leur pertinence, mais aussi de tout l'accompagnement qu'on va pouvoir vous offrir autour de ces logiciels. Et on ne veut pas que vous soyez verrouillé dans des technologies qui vous imposent la conduite de vos environnements et votre architecture informatique. L'observation des événements sur les réseaux Kubernetes sont grandement facilités. Ça, je vous l'avais promis dans la démo, vous allez bientôt pouvoir le constater. On a une protection autant pour les failles et attaques connues qu'inconnues qui est disponible. En tout cas, on a des chemins pour mettre en place des solutions à ces deux catégories de menaces qui sont en place. Et on a aussi cette sensibilité aux données qui transitent et qui pourraient potentiellement ne pas être protégées au sein de votre cluster. On a cette observation possible et on est capable de les isoler, de les capturer, de les mettre de côté afin de les protéger. Donc vous allez voir, on a un système de pattern là-dessus qui est très intéressant. On a NoVector qui, en plus, est un outil extrêmement facile à déployer, à maintenir. Il est au catalogue Rancher, par exemple. Donc, autant vous dire, déployer NoVector, c'est l'histoire, lorsque vous avez un Rancher, une interface Rancher de disponible, c'est l'histoire de 5 minutes. C'est de toute beauté. Je vais vous montrer ça, par contre, dans quelques slides juste après, vous montrer la démarche. En fait, l'objectif, c'est que vous sortiez de ce webinaire. Donc, bien évidemment, vous allez recevoir les slides. On va mettre même cette petite vidéo, si vous souhaitez la revoir, on va mettre ça sur notre chaîne YouTube. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir d'autres vidéos sympas. On essaie de vous faire ça extrêmement court pour aller à l'essentiel. Donc, fidèle à notre souci aussi d'interopérabilité, NoVector, il est parfaitement capable de traiter la sécurité de vos environnements VMware Tanzu, Red Hat OpenShift. On n'est pas en train de s'arrêter à notre petit prêt Rancher Management Server. Les autres solutions à base de Kubernetes vont en bénéficier autant. Notez aussi, c'est un thème qui est très récurrent ces derniers temps pour nous, que le système est parfaitement prêt à opérer dans un environnement complètement étanche, complètement hermétique, les fameuses architectures air-gap, et on va avoir évidemment donc des protocoles pour aller nourrir le système, la plateforme, des nouvelles bases de menaces connues. Alors, je vous la fais très rapide. Histoire de resituer un petit peu notre aventure, l'aventure SUSE Rancher sur notre portfolio et donc l'aventure NoVector, excusez-moi, sur notre portfolio à travers
excusez-moi, toute l'offre SUSE Rancher. Donc nous sommes ici, regardez, là on est vraiment donc dans la couche des conteneurs. Donc ici on a notre offre qui est propre au système d'exploitation. Vous notez d'ailleurs que interopérabilité et désir de compatibilité oblige. Vous avez tout un tas de systèmes d'exploitation sous-jacents qui peuvent être utilisés pour déployer du Rancher. On a évidemment tous les hyperviseurs qui sont présents, différents moteurs pour faire fonctionner vos conteneurs et créer vos clusters Kubernetes. Et là-dessus, on a plein d'options. On couvre vraiment très largement le plan de l'exploitation du cluster Kubernetes. Et évidemment, il nous fallait l'approche sécurité. On l'a. Vous allez voir, elle est fort belle. Allons à la démo. On va aller rapidement à la démo, mais à travers quelques petits slides, je voulais vous montrer et que vous ayez surtout, a posteriori de cette présentation, l'accès à l'installation de NeuVector sur un environnement de type Rancher. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que là, je suis dans mon catalogue d'applications. J'ai une tuile NeuVector lorsque vous êtes sur le Rancher 2.6.5 qui l'embarque. Donc, c'est un chart Helm, évidemment, la technologie sur laquelle on s'appuie pour traiter le catalogue applicatif. On va cliquer, donc là, on va sélectionner la tuile. On va cliquer sur Install dans la fenêtre qui s'ouvre. Alors ici, on va pouvoir pointer pour l'installation évidemment vers un registre externe. C'est ici, si vous aviez un registre, si vous étiez en AirGap par exemple, vous iriez modifier un petit peu là où vous allez pouvoir tirer les images nécessaires à l'installation de NeuVector. Vous allez ensuite choisir le runtime à utiliser pour exploiter vos conteneurs. Alors nous, dans notre cas, on est sur du conteneur D. On a une plateforme ici qui était utilisée, qui était basée sur du RKE2, qui est basée sur du RKE2. C'est la plateforme sur laquelle Benoît va pouvoir vous montrer un petit peu le produit en fonction. On va ensuite s'inquiéter évidemment du stockage. Alors là, on a un Longhorn qui est intégré. Donc vous savez, Longhorn, c'est notre stockage distribué. Type scale-out, voire hyper convergé, qui va bien sur nos plateformes. Donc c'est extrêmement simple d'avoir du stockage persistant résilient. Donc nous sommes les premiers utilisateurs de cette technologie. On va lui demander donc d'utiliser le stockage persistant de Longhorn. Ensuite, on va traiter la partie ingress. Vous savez, là, il faut bien, lorsqu'on va appeler le service, lorsqu'on va vouloir se connecter sur NeuVector, sur l'interface NeuVector, il va falloir que notre ingress nous redirige bien. Donc, on va déclarer quel nom va nous faire transiter automatiquement vers le service lorsqu'on l'appelle en HTTP. Donc, on paramètre notre ingress. Pareil pour l'appel des API, comme vous le voyez, un tout petit peu plus bas. On n'a plus ensuite qu'à choisir le type de connectivité réseau qu'on veut donner à notre application. On clique sur Install et c'est parti.